toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur cette antenne de radio, ici maintenant 95.2. Vous êtes dans Nouvelle Conscience, c'est Olivier pour présenter cette émission. Et ce soir, je vais accueillir Anna Sandrea. Alors Anna Sandrea, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est auteure, elle est également thérapeute, et puis elle est fondatrice et puis organisatrice du Sommet de la Conscience. Anna, bonsoir. Bonsoir Olivier, merci pour l'invitation et bonsoir à toutes les personnes qui nous entendent. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais que tu te couches tôt, donc merci d'avoir fait l'effort de venir jusque tard, y compris. On a un petit programme sympa, chargé, mais dans le bon sens du terme. On vous a concocté des méditations, on a pas mal de choses. On ouvrira le standard aussi tout à l'heure. Anna a très envie d'accueillir vos questions. Donc n'hésitez pas, préparez-vous. Tu as écrit ce livre l'an dernier qui est sorti aux éditions Guitre et Daniel, Guérir de ses blessures émotionnelles. Déjà, peut-être pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à parler des blessures émotionnelles? Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours. Ce qui m'a amené à parler des blessures émotionnelles, c'est déjà qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur les blessures émotionnelles. Je crois que c'est la question. C'était mes propres souffrances. Et je commence le livre, la première page parle de mon anniversaire numéro 33, un âge finalement initiatique, où je suis chez moi, et au lieu de passer un super moment parce que j'étais mariée avec un enfant à 33 ans, etc., je passe un jour cauchemardesque. Et ce mariage, en fait, était très, très difficile. C'est vraiment le début d'un réveil, violence conjugale et compagnie. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible que ça soit la vie. J'avais des rêves de petite fille où j'imaginais pour moi un avenir beau, etc. Et un jour, je me trouve au milieu de ce désastre et je dis, mais ils sont passés où? Ils sont passés où mes rêves? Et en même temps, je me suis dit comment je suis arrivée ici et qu'est-ce qui t'est arrivé. Et je me suis mis à chercher des réponses. Et vous savez que quand on cherche, on trouve. Et quelques semaines après, dans la synchronicité des choses, j'ai reçu une invitation à un stage sur les blessures émotionnelles. Et ça m'a tout de suite parlé. Je suis allée, aujourd'hui, je me rends compte que ce n'était pas un stage de haut vol, mais ça m'a servi au moins à me rendre compte que ce qui m'est arrivé, c'était l'activation de mes blessures, que j'étais blessée, que mon mari était blessé, et qu'on était en train de créer cette difficulté, cette horreur, avec mes blessures et les siennes, les blessures de sa famille et les miennes, etc. Okay? Et donc là, j'ai eu au moins un début de réponse. Je suis blessée. Et à partir de ce moment, je me suis mis à chercher encore plus. Mais vous savez, on était dans l'année 2003, il me semble, il n'y avait pas autant d'ouvrages et de propositions comme aujourd'hui. J'ai lu le livre de Lise Bourbeau sur les blessures et j'ai plus ou moins identifié mes blessures, mais en même temps, je ne savais pas comment les guérir. Et ça a commencé, et j'ai commencé comme une espèce de voyage initiatique à la quête de ma guérison. Et c'est ça, en fait, qui a créé... après, j'ai cherché un peu partout, je me suis formée, j'ai fait plein de stages, d'accompagnement, etc. Et j'ai pris un petit bout ici, un petit bout là-bas, et après 10 ans de pratiques, quand même, c'est une espèce de laboratoire que j'ai mis en place. Tout ça que je savais, j'avais des rendez-vous tous les jours où je pouvais essayer, etc. Et j'ai commencé à lever, à ajouter, il y a la création qui arrive, etc. Et c'est comme ça que j'ai créé ma méthode. Et qu'est-ce qui me mène à parler des blessures? C'est avant tout une passion, parce que ma vie a complètement changé avec ce travail. Je te dis, il y a 2003, on n'est pas très loin, hein? Si on peut voir, ma vie ne ressemblait mais à rien à ce qu'est aujourd'hui. J'ai vu comment elle changeait
au fur et à mesure que je travaillais sur moi, au fur et à mesure que je prenais soin de mes souffrances, au fur et à mesure que je accueillais, que j'entendais mes souffrances. Mais surtout que, si je peux te couper une seconde, à la base, c'est pas du tout ton métier. Toi, tu étais dans le pénal. Je suis avocate. Tu étais avocate, ouais. Et donc tu as changé complètement. C'était une transition radicale pour toi. En fait, c'est pas si radical que ça. Radical si on la voit... si on dit avocat, thérapeute, mais je me rends compte que c'était une transition qui s'était mise en place depuis des années. Quand je suis arrivée ici à Paris, j'ai fait des études à la Sorbonne en droit pénal, juste pour me rendre compte que je ne voulais plus faire ça, que mon temps d'avocate était fini, et que j'avais vraiment besoin, la vie m'appelait autre chose, je ne savais pas quoi, mais je me rends compte qu'à travers mes souffrances, mes souffrances c'était vraiment mon guide, ma guide, je ne sais pas comment on dit en français, mon guide je crois. Oui, mon guide, oui. Et c'était quelque chose qui s'est gesté depuis un moment, donc vous savez, la vie nous prépare parfois aux missions que nous avons choisies en tant qu'âme. Et je me rends compte aujourd'hui que cette préparation a commencé beaucoup, bien avant que je me rende compte, en fait. D'accord, donc en fait, est-ce que ton métier d'avocat également, parce que tu travailles quand même dans le pénal, donc c'est quelque chose de très lourd, est-ce que c'était un moyen peut-être de commencer à s'occuper des autres, à s'occuper des problèmes, des blessures des autres? C'est ça où je me dis que j'étais déjà en train de me préparer parce que j'étais dans le pénal, je travaillais beaucoup dans les prisons et je me rappelle que je passais énormément de temps à parler avec les prisonniers et à me raconter ces malheurs. Et aujourd'hui, en tant que thérapeute, je me rends compte que tous ces gens-là étaient là à cause de leurs blessures. Et personne ne me racontait, j'étais super aimée, j'ai eu un foyer avec des parents très soutenantes, etc. C'était plutôt des histoires très lourdes, d'enfance très lourdes, et qui ont fini de manière souvent tragique. Donc, il y avait déjà une préparation à l'époque, sauf que je ne me rendais pas compte, et que, pardon, et qui peu à peu m'a mené là où je suis maintenant. Et donc, tu as eu ces difficultés conjugales qui t'ont permis de te réveiller, de créer tout un parcours, de commencer à apprendre, à travailler sur tes blessures. Et donc ensuite, comment est-ce que tu en es venu à devenir thérapeute et puis à... Oui. Alors, un jour, à force de travailler, je me suis dit, je suis prête pour accompagner les autres. C'est quelque chose qui s'est passé très vite, en fait. C'était un après-midi. Je cherchais depuis un moment parce que voilà, le droit pénal ça ne m'intéressait plus et ça, moi c'était même pas d'actualité et je cherchais depuis un moment. Je m'angoissais même, ça m'obsédait. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et une après-midi j'ai eu un rendez-vous avec une amie qui, elle, était déjà thérapeute. C'est une amie vénézuélienne qui venait à Paris un après-midi, qui faisait une escale à Paris. On peut préciser qu'effectivement tu es vénézuélienne. Oui, je suis vénézuélienne. Voilà. Et elle m'a parlé avec une telle passion de ce qu'elle faisait. Et en fait, je me suis dit, ça m'est paru une évidence. Pendant que je parlais avec elle, je l'entendais, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'est comme ça, en fait. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je reçois beaucoup de gens en consultation qui me disent ma mission de vie. Et moi, ce que je leur propose à chaque fois, c'est de travailler leurs blessures. Parce que qu'est-ce qui fait que la mission de vie est bloquée? Qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas du sens à sa vie? Qu'est-ce qui fait qu'au niveau de l'argent, au niveau des relations, ou je ne sais pas quoi, ne marche pas? C'est parce que nous avons ces blessures. C'est parce que la place de la magie de l'être merveilleux que nous sommes est occupée par nos souffrances. Et au fur et à mesure qu'on fait le ménage, si vous voulez, il va se créer la place pour plein de choses. Et parmi ces choses-là, la mission de vie. Après,
la mission de vie n'est pas forcément, tout le monde n'est pas la mission de vie d'aller en Afrique à sauver à travailler avec des enfants. C'est ça, c'est une croyance. La mission de vie peut être une mère dans la conscience, ou être, je sais pas, un agent immobilier dans la conscience, etc. Là où vous êtes, il y a un sens. Ce que vous êtes en train de faire a un sens. Mais ce sens, vous allez le retrouver et vous allez le comprendre mieux si vous faites cette place qu'aujourd'hui est occupée par vos souffrances. Et pour certaines personnes, comme moi, ça m'est arrivé, ça peut être arrêter de faire ce qu'ils font et faire autre chose complètement différent. Thérapeute, je ne sais pas, cuisinier crudivore ou faire des maisons écologiques, hein, ça peut se faire aussi. Mais voilà, et ça peut avoir beaucoup de chemins, mais ce chemin commence pour moi, ou se continue, hein, c'est aussi possible, par le travail de blessure. D'accord. Bon, Anna, une première présentation. Je propose qu'on ouvre le standard. Donc, à vous, auditeurs qui nous écoutez, 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. Je vous ouvre le standard tout de suite. Et donc, vous pouvez appeler à partir de maintenant. Vous pouvez poser vos questions à Anna. Le standard est à vous. On vous attend tout de suite un petit peu de musique. Et on se retrouve juste après. Guru
Je vous rappelle que vous pouvez appeler au standard 0892 23 95 20, 0892 23 95 20 pour poser vos questions à Anna Sandrea, mon invitée de ce soir, au sujet du sommet de la conscience ou de son livre Guérir de ses blessures émotionnelles. Première pause musicale avec une très belle chanson, très joyeuse, très belle. Oum de Mirabai Seba, j'espère que je l'ai bien prononcé. Vous êtes dans Nouvelle Conscience sur Radio, ici et maintenant 95.2. Je suis en compagnie d'Anna Sandrea, qui est là ce soir pour le sommet de la conscience du 21 au 31 mars. Donc c'est très bientôt, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est sur le site internet du sommet qui est sommetdelaconscience.com, donc sans espace, tout attaché. Et puis Anna a également une actualité qui est la sortie de son deuxième livre, Guérir de ses blessures émotionnelles. C'est sorti en 2018, mais c'est quand même assez frais. Anna, donc on va revenir sur ton ouvrage. Donc tu nous parles un petit peu en préambule de cet ouvrage de l'importance de l'intention. C'est-à-dire que tu expliques que l'intention est très importante pour conditionner le résultat qu'on peut obtenir. Est-ce que tu peux détailler? Oui, pour moi l'intention... Pardon, désolée, j'ai un petit rhume en ce moment. L'intention pour moi c'est l'intention qui met en marche le processus de guérison. Et plus cette intention est forte, plus les résultats que nous allons avoir sont forts aussi. C'est au niveau de notre intention au même niveau de l'intention, on va voir les résultats. En fait, je me rends compte que dans mon processus, cette intention, c'est ça qui m'a mené aux personnes, aux livres, etc. Parce que, honnêtement, quand j'ai commencé à chercher, je n'avais aucune idée de comment faire pour guérir mes blessures émotionnelles. Mais en même temps, il y avait comme quelque chose en moi, une espèce de soif ou d'envie presque brûlante de comprendre, de dépasser, etc., qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. En fait, l'intention, c'est vraiment cette fameuse loi d'attraction, c'est un processus quantique qui va vous mettre en contact, qui va mettre en résonance avec ce que vous cherchez. Et en fait, j'ai fait des recherches pour mon livre par rapport à l'intention et je me suis trouvée avec des études scientifiques sur l'intention vraiment incroyables. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences, par exemple, se sont mis à étudier des choses qu'on dit depuis toujours dans la spiritualité, dans le développement personnel. Ça fait 6000 ans qu'on le dit, mais aujourd'hui, ils sont en train d'arriver aux mêmes conclusions que nous, avec des scanners, avec des recherches, etc. Et c'est super, hein, parce que ça donne une base scientifique à beaucoup de choses. Oui, ça donne de la crédibilité. Et donc, ils ont fait des
des études scientifiques, même des expériences avec l'intention, c'est-à-dire ils ont pris, je vous donne une des expériences qui m'a beaucoup marqué, ils ont pris des cellules cancérigènes, c'est-à-dire il n'y a aucune possibilité d'influencer une cellule cancérigène. Hein. Si on peut influencer une personne, voilà, c'est des cellules cancérigènes. Ils ont mis plusieurs possibilités, c'est-à-dire un méditateur, à méditer à côté les cellules cancérigènes, mais sans intention. Et quelqu'un qui méditait ou qui priait avec l'intention de que les cellules changent, etc. Et quelqu'un qui, je ne me rappelle pas la troisième possibilité. Mais ce qui était incroyable, c'est que la personne qui méditait à côté ou qui priait à côté ça impactait bien évidemment les cellules positivement. Mais avec l'intention, le résultat était 4-5 fois plus fort que sans l'intention. Et ça nous... Et même, si je peux reprendre ton livre, oui, s'il te plaît. Les résultats ont été les suivants. Donc, je lis un extrait de ton livre, page 21. L'état d'amour inconditionnel et d'appréciation sans intention particulière n'a donné aucun résultat, 0%. On en conclut qu'un état émotionnel positif sans intention n'a aucun résultat. Donc c'est même pas du x4, c'est beaucoup plus que ça. Et tu peux lire combien ça donnait pour l'intention, parce que je ne me rappelle pas des chiffres exacts. Alors pour l'intention, c'était le dernier, c'est ça, le 5. Lorsque l'expérience était répétée avec l'intention de rendre aux cellules leur état originel, le résultat dépendait aussi de l'imagerie. S'il appuyait son intention sur une imagerie cérébrale, il se concentrait sur la vision qu'il restait très peu de cellules atteintes, alors on atteignait 40% de diminution. Voilà. Donc là, ça nous connecte l'intention à des possibilités juste incroyables. Au-delà de la guérison, au-delà de l'aspect juste du développement personnel et de la spiritualité, ça nous ouvre des champs, des possibles incroyables. Et donc, toutes mes stages, toutes mes séances, toutes mes pratiques personnelles commencent par une intention. Parce que pour moi, c'est une façon de diriger l'énergie. En même temps, l'intention, ça ne veut pas dire, parce qu'il y a aussi une espèce de croyance que, voilà, quand je mets une intention, c'est comme contrôler, en fait, l'univers. Non, l'intention, c'est un processus aussi de lâcher prise. Je mets une intention, voilà, mon intention, c'est que j'aimerais connecter mon féminin et faire un pas de plus vers la guérison de mon féminin sacré. Et en même temps, je laisse la vie me guider et me surprendre. Je me mets une intention que c'est une direction et en même temps, de tous les côtés, la vie me guide et m'accompagne. Je suis une inconditionnelle de l'intention. Et je me rends compte à quel point elle est importante et à quel point elle nous met dans le fil rouge, que ce soit de la guérison ou de la vie, etc. Donc ça signifie aussi, si je reprends ce que tu dis, que intention tiède, résultat tiède. Ah, complètement. Vous savez, ça m'arrive parfois que je reçois des gens et je les demande quelle est ton intention. Et des gens disent, je sais pas, je suis venue parce que ma femme, ça m'arrive souvent les femmes qui inscrivent les hommes dans les stages, etc. Et je me rends compte que ces gens-là, parfois, ils passent le week-end un peu comme un touriste, quoi. Alors que quelqu'un qui vient avec une intention forte, il a des résultats, parfois au-delà de ses attentes. Et donc, il y a vraiment un lien entre l'intention et le résultat. Pour moi, c'est clair. Et de plus en plus, je vois que l'intention peut faire même des miracles. Et donc concrètement, si on prend l'exemple des auditeurs qui nous écoutent, comment est-ce que chaque auditeur pourrait utiliser, en faisant un processus de guérison sur leurs blessures émotionnelles, ce pouvoir de l'intention? Concrètement, comment est-ce que les gens peuvent faire? Alors, je vais vous proposer un petit exercice, ça te va? Ah, super, allons-y. Alors, et pour vous qui nous entendez, alors on va fermer les yeux. Ok.
Et vous allez respirer 3 fois, juste comme ça, pour vous connecter. Et vous allez penser à quelque chose qui vous aimeriez voir changer dans votre vie. Ça peut être une peur, ça peut être une difficulté, ça peut être une émotion que vous ressentez depuis longtemps, je ne sais pas, la culpabilité ou la tristesse, etc. Et aujourd'hui, vous n'avez pas trop, pour certains, idée comment faire avec cette intention, cette situation, pardon. Et on va mettre une intention avec cette situation, cette émotion, etc. Vous allez mettre l'intention de faire un pas et plus avec cette émotion, vers la guérison de cette émotion, un pas et plus vers la clarté de la situation que vous voulez. C'est différent pour chacun parce que peut-être nous avons des difficultés et des situations différentes, mais mettez l'intention d'aller vers où vous voulez. Comme je vous dis, l'intention, c'est un processus ouvert. C'est-à-dire, je vous invite à mettre des intentions ouvertes, pas style, je voudrais me marier avec mon voisin qui s'appelle Jean Dupont. Sinon, que j'aimerais aller vers l'amour, j'aimerais m'ouvrir à l'amour, j'aimerais être dans le donner et recevoir l'amour, des choses comme ça, des choses ouvertes, ok? Et connectez-vous à pas forcément au résultat, mais à l'émotion, à l'état que vous imaginez, vous ressentirez si cette intention allait jusqu'au bout. Si c'est de connaître, par exemple, je prends mon exemple que je viens de vous donner, connaître, donner et recevoir l'amour. Sentez déjà cet amour en vous. Imaginez-vous avec le cœur ouvert pour pouvoir donner et recevoir. Si c'est une intention de guérison d'une blessure, d'une peur, si c'est par exemple une peur, et ressentez-vous déjà libéré. Ok? Et voilà, je fais une grande respiration. Et on reste dans la confiance de que la vie va nous guider vers où nous voulons. C'est très important à dire, Olivier. La vie nous soutient toujours. La vie, c'est d'une bienveillance au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La vie veut notre plus grand bien et la vie est au service de l'évolution. Toujours. Ça n'existe pas. Et je sais que dans d'autres moments de ma vie, je peux penser qu'avec une espèce de conspiration cosmique contre moi, tellement les choses au moment donné de ma vie allaient mal. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était des passages et même dans des moments très difficiles, je me rappelle qu'il y a eu... Je prends conscience aujourd'hui, à l'époque qu'on est la tête sous l'eau, parfois on ne le voit pas très clairement, mais aujourd'hui je me rends compte qu'il y a toujours eu une présence, il y a eu toujours une main qui me guidait, une main invisible qui me guidait, et ça c'est très important à rester dans cette conscience. On met une intention et on sait qu'il y a une main, il y a une conscience, une intelligence, un amour si vous voulez, qui va nous guider vers ce que nous avons besoin. Comment est-ce que concrètement tu sens dans ta vie cette présence? Comment est-ce qu'elle se manifeste dans ta vie à toi personnellement? J'ai envie de tourner. Vas-y. Je vous ai épargné ça. Hein. Anna est en train de nous faire une crise d'éternuement. Allez hop, revoilà Anna. C'est ouvert le micro? Je viens de le rouvrir. Allez, vas-y. Okay. Alors, comment je ressens? Ah, bon Dieu.
j'épaule parce que parfois quand ça commence, ça peut être long. Comment je ressens? Vous savez que de plus en plus, cette présence devient tangible dans ma vie, Olivier. Plus je fais cette place que je vous ai dit tout à l'heure, et plus je me sens même constamment à l'intérieur de cette présence, et cette présence elle est à l'intérieur de moi. En fait, l'expérience que je suis en train de faire depuis un moment, parce qu'on dit, bon, on a cette présence, cette divinité à l'intérieur de soi, ça c'est sûr, c'est clair pour moi. Cette divinité, je suis cette divinité, et cette divinité elle est à l'intérieur de moi. Mais depuis un moment, je commence à faire une expérience où cette divinité et cette présence, elle n'est pas seulement à l'intérieur de moi, elle est partout. Et en fait, il n'y a pas un endroit où cette présence s'arrête, où je commence, où cette présence s'arrête et la vie commence. En fait, c'est comme si nous sommes tous baignés dans cette présence. Et parfois, parce que je suis dans un moment avec une grosse émotion, ou parce qu'il y a un problème dans ma vie et que parfois ça m'arrive d'être dans des espèces d'inconscience temporaire. Vous pouvez voir, j'imagine que vous voyez de quoi je parle, je ne sais pas. À qui est-ce que ça n'arrive pas? Voilà. Et là, je me sentis comme séparée de cette présence. Mais avec un petit peu de conscience, justement, je peux me rendre compte que même dans les moments où je me croyais séparée, je ne l'étais pas. Donc, cette présence en plus, concrètement, parce que c'était ta question, je peux la voir partout. Par exemple, quelqu'un qui... Je te donne un exemple. Et là, en ce moment, je suis en train d'assumer la conscience, je suis en train de chercher des contacts en Russie, parce que, comme je dis, le sommet est en train de... J'ai traduit le sommet en 4 langues, donc le russe. D'ailleurs, si quelqu'un nous entend ce soir et qui a des connexions en Russie, que ça l'intéresse de faire connaître le sommet là-bas, nous sommes ouverts à ça. Donc voilà, j'ai mis l'intention, je mets l'intention de rencontrer quelqu'un. Et peu à peu, la vie est en train de me mener des personnes pour faire cette intention que j'ai en fait. Et là, je vois une main, je vois une présence, je vois une aide, etc. Il y a des moments aussi où je me sens fatiguée, où je me sens... voilà, il y a certaines situations, certaines blessures qui se répètent dans ma vie et que parfois je dis, mais mon Dieu, ça à nouveau... Et je peux être fatiguée, etc. Et encore oublier que je fais partie que cette pression fait partie de ma vie. Et un message, un livre, une personne, etc. va me le rappeler. Donc, je peux plus, ni je ne veux plus être loin de cette présence. C'est maintenant constamment dans ma vie d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose qui va me rappeler même cette présence quand je l'oublie, ou tout simplement je suis très contente de me la rappeler. Alors justement, toi tu parles dans ce livre d'une règle que tu as vue, c'est la règle des 3 appels. Ouais. Hein, c'est-à-dire que tu considères que lorsque 3 fois la vie t'a envoyé un message récurrent, donc toujours le même, ça veut dire pour toi qu'il est temps de se mettre au travail sur le message que t'envoie la vie. Est-ce que tu pourrais décrire pourquoi 3? Qu'est-ce que c'est que cette loi? Écoute, c'est une loi personnelle. Hein. Mais c'est pas la première fois que je l'entends, donc c'est pour ça que je te demande aussi. Ouais, c'est une loi personnelle. Je me suis rendu compte que dans ma vie, il y a vraiment une constante bon, avant, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Les messages, je les ai depuis toujours, hein, mais je ne les écoutais, on ne les entendait pas.
Et voilà, c'était souvent des situations qui me menaient vers la souffrance, etc. Et j'ai remarqué que quand j'entends ce message et que je les accueille, que je fais quelque chose, que je travaille, forcément, je ne suis pas obligée de passer par la case souffrance. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, écoute, avant de passer des moments difficiles, bah, je vais écouter mes 3 appels qui sont vraiment très clairs et je me mets à travailler et, bah, je me fais ma vie de plus en plus simple et de plus en plus légère, en fait. Bah, 3 fois et... Je sais pas, dans ma vie, ça se passe comme ça. La 4e, généralement... La 4e, généralement, je n'ai pas envie de la vivre parce que justement, il m'est arrivé d'avoir 4 appels, mais le 4e, c'était souvent assez dur. D'accord. Donc au 3e, vous répondez, au 4e, oui. Ça veut dire que c'est un peu tard et il faut se mettre au travail vite fait. Oui, pas trop tard, pas tard, mais disons que la situation arrive à un moment qui est beaucoup plus difficile de la travailler que le 3e appel. D'accord. Alors justement, pour en revenir tout à l'heure à ces périodes dont on parlait aussi de difficultés, tu parlais de la présence divine. Quel est le sens pour toi de ces périodes vraiment difficiles lorsqu'on est dans des états critiques, parfois ce que l'on vit qui s'appelle la nuit noire de l'âme, ou les périodes vraiment difficiles ou de déprime, de dépression, quel sens elles ont? Parce que s'il y a cette présence qui est tout le temps dans notre vie, qui nous soutient, certains disent, bon bah voilà, il y a tellement de souffrance dans ce monde, moi je traverse tellement de souffrance que Dieu n'existe pas, par exemple, il n'y a pas de force supérieure. Quel est le sens de ces périodes? Pour moi, c'est le sens de cette... En fait, il peut avoir 12 sens. Je vois 12 sens très clairs. Une, c'est que justement, on parle d'appel, on a attendu un peu trop et la situation est devenue critique. Peut-être on n'est même pas au 4e appel, on est dans le 5e, 6e, 8e ou je ne sais pas combien, parce que ça s'appelle la redondance en fait. Et la vie vous appelle et vous dites non, mais quand la vie vous appelle, c'est parce que l'âme a décidé de travailler certains aspects qui sont importants et parfois ces aspects font pour moi partie de notre plan d'incarnation. Et l'âme, c'est important de savoir que le mot, pour moi, pour moi, le mot de l'âme, c'est l'évolution. L'âme a un but, c'est de vous faire évoluer, c'est de vous faire alléger, de vous alléger vous, et alléger aussi l'inconscient collectif, l'inconscient familial, l'inconscient de l'humanité, etc. Ok? Et donc, quand on a un peu trop attendu, on peut arriver à un moment critique et donc les dépressions, nuit noire de l'âme, etc. Pour moi, les dépressions, ce sont des émotions que nous avons emmagasinées depuis des années et que ces émotions n'ont pas trouvé une voie de sortie et ils vont trouver la voie de sortie dans ce moment super intéressant d'ailleurs qui s'appelle dépression. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un réveil, un éveil, etc. à partir d'une dépression. Une dépression, c'est un moment de grande sensibilité, un moment de grande connexion. Et bien évidemment, si on la traite bien, il y a des gens qui vont empirer avec des médicaments, des choses qui vont les endormir, les séparer davantage. Mais si, voilà, peut-être vous avez beaucoup attendu, mais la vie est tellement patiente qu'elle va vous donner cette opportunité qui s'appelle dépression pour vous connecter peut-être pour la première fois à vous, ou davantage à vous, etc. Ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité pour moi, c'est parfois des choses qui remontent, les blessures de l'enfance, parfois c'est pas que nous avons trop attendu, sinon que il y a des blessures, des charges inconscientes parfois qui vont remonter,
qu'on l'avait un petit peu mis de côté parce que voilà, vous avez remarqué que rien dans cette société nous apprend à être à notre écoute, que ce soit de nos blessures, de nos peurs, etc. Et donc, on était déconnectés de ça, et ces charges inconscientes vont remonter et vont ils vont se présenter pour qu'on les travaille. Et ce n'est pas en aucun cas une punition ou quoi que ce soit, c'est vraiment un appel à l'évolution. Je crois que ça peut être la deuxième raison. Et bon, il peut y avoir plein de raisons. C'est aussi un appel à nous connecter davantage au fil rouge de notre vie. Il y a parfois, nous sommes allés un peu trop loin de la vraie raison, la profondeur de la vie. Et la nuit noire de l'âme, la dépression, va nous rappeler que nous sommes un petit peu éloignés de notre véritable nature. Et alors, ce qui est important de préciser, que tu précises également dans ton livre, c'est que nous sommes tous responsables, de toutes nos expériences. Et donc, on n'est pas victime d'une dépression, d'une nuit noire de l'âme, on n'est pas victime, on n'est pas sauveur non plus, tu dis, on n'est pas bourreau. Donc, est-ce que tu peux expliquer, parce que c'est quand même pas une façon de voir les choses qui est très fréquente dans notre monde. Ouais. Donc, pourquoi comment ça, on est tous responsables, on est responsable de nos expériences de vie? Alors, c'est un sujet vraiment très délicat. Je crois que nous sommes responsables de tout ce que nous vivons dans notre vie, hein, mais qu'une bonne partie de cette responsabilité et de cette création, hein, on l'a fait au niveau inconscient. Et il faut savoir que nous sommes, selon la neuroscience, dans le meilleur des cas, 10% de conscience et 90% d'inconscience. Je parle de quelqu'un de très, très, très évolué, ok? Mais il y a... Pardon, en fait, il y a plusieurs théories. Il y a des gens qui parlent de 1% de conscience et les plus généreux nous ont donné 10% de conscience. J'insiste, les gens très évolués. Et donc, avec le 99% d'inconscience ou le 90% d'inconscience, on n'est pas conscient, par exemple, que voilà, qu'on s'est attiré telle ou telle situation, mais ça se trouve dans cette boîte noire qu'est l'inconscient. Et un des buts de tout ce travail sur les blessures, c'est d'éclairer l'inconscient, c'est de mettre l'ordre, c'est de mettre la lumière dans toute cette... c'est pas obscurité, parce qu'il n'y a pas que l'obscurité dans l'inconscience, mais dans toute cette partie de nous que nous ne pouvons pas voir. Et donc, et en même temps, c'est un thème un peu épineux, le sujet de la responsabilité, parce qu'il y a des gens qui ont souffert des choses terribles en tant qu'enfants, qui ont été abusés sexuellement, qui ont été battus, etc. Ils disent, et alors, moi, quand j'étais enfant, j'étais battue, c'est moi qui me l'a tiré. Moi, je le dis, je réponds à chaque fois, non, l'enfant que nous sommes, il est victime de la situation qu'il vit. Un enfant de 4 ans, ou de 5 ans, ou de 10 ans, ne sait pas gérer un abus, ça c'est clair. Ne sait pas gérer une situation de maltraitance. Peut-être nous l'avons attiré, nous, en tant qu'âme, mais l'enfant, il est victime de ce qu'il vit et il est innocent aussi. En tant qu'adulte, en revanche, nous avons la responsabilité de faire quelque chose avec notre souffrance. Il n'y a personne qui peut faire à votre place le travail. Ça, je crois que vous pouvez être d'accord par rapport à ça. Avons tout créé tout dans notre vie? Moi, je crois que oui, mais c'est pas grave. Et en même temps, ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'adulte avec vos souffrances. C'est pour moi la question à se poser. Et la responsabilité va nous donner un énorme pouvoir, Olivier, parce que ça veut dire que si nous sommes les créateurs d'une situation, nous pouvons aussi la résoudre. Voilà, je peux faire le parallèle avec le créateur d'un programme informatique. Il n'y a que lui qui a la clé.
pour rentrer dans le programme. Et donc, il n'y a que lui qui peut le modifier. C'est la même chose avec la responsabilité. Le problème avec la responsabilité, c'est que souvent, elle va se confondre avec la culpabilité. C'est-à-dire, ah oui, donc ça veut dire que si je me suis créé ce mariage, dans mon cas, c'est parce que je suis quelqu'un de méchant, parce que je ne suis pas digne d'amour, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va se dire. Nous vivons dans une société extrêmement culpabilisante. Pour moi, c'est les religions qui nous ont mis là-dedans. Et on va filtrer en fait un regard sur nous. On va le tenter de culpabilité, alors qu'il y a juste une expérience, alors qu'il y a juste un fait, alors que oui, voilà, je suis en train de vivre un mariage difficile. Oui, j'ai vécu avec des parents, je ne sais pas, négligents ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je ne suis pas coupable de ce mariage, ni je ne suis coupable pour les parents avec qui j'ai vécu. Je suis responsable et innocente en même temps. Ça, c'est très important. Et de distinguer la responsabilité et la culpabilité. Ce n'est pas la même chose et ça ne va pas vous amener au même endroit non plus. D'accord, et puis effectivement, je pense que ce qu'on peut retenir de ce que tu dis, c'est ce message d'espoir, à savoir que nos blessures ne sont pas une fatalité et qu'en assumant la responsabilité de notre guérison, en tout cas, ça nous donne la possibilité de guérir. Oui, les blessures ne sont pas une fatalité du tout. Et dans ces 10 ans d'accompagnement, j'ai eu parfois le malheur d'accompagner des gens qui ont eu des vies juste, tu le sors d'un film d'horreur. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut vivre ça? Comment un parent peut faire ça à un enfant? Etc. Et ces gens-là, avec des vies qui horribles, arrivent à s'en sortir. Avec du travail, bien sûr. On n'est pas dans la pensée magique. Il y a du travail, il y a vraiment des choses à mettre en place. Mais les pires blessures sont guérissables. Les pires blessures sont réversibles. Et même les pires blessures peuvent être une opportunité pour se connaître, pour aller plus loin, pour réveiller l'humanité que nous avons à l'intérieur, pour cette connexion à cette présence qu'on parlait tout à l'heure, etc. Moi, il y a quelques années, je voyais les blessures comme la chose à guérir. Et aujourd'hui, je n'ai pas cette vision des blessures. Je pense que les blessures peuvent être vraiment des ponts entre nous et notre âme. Bien sûr, qu'on les entend, qu'on les écoute, qu'on les accueille, qu'on les traverse, quand nous restons dans les blessures, dans la souffrance, nous pouvons nous perdre dans cette souffrance et nous sentir victimes de la situation. Mais quand on voit l'opportunité qui représente une blessure, de se connaître davantage, d'aller, comme je disais tout à l'heure, d'aller dans cette connexion, etc., et les blessures peuvent être une façon extraordinaire de veille. Pour moi, les blessures sont un chemin de veille. Si on les écoute, si on les traverse, etc., sur le travail. Hein. Il faut être clair sur ça aussi. Alors justement, tu fais la distinction dans cet ouvrage sur les 5 grandes blessures que traverse l'être humain, donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, et tu donnes même un profil des gens qui ont ces blessures dominantes. Est-ce que tu peux détailler, expliquer? Oui, et en même temps, vous savez, vous pouvez trouver ces distinctions sur Internet, etc. Moi, honnêtement, je les utilise de moins en moins. Parce que j'ai l'impression, c'est ça que j'ai constaté toutes ces années, c'est que ça devient une étiquette parfois de plus de toutes les étiquettes que nous avons cumulées depuis des années. Et ça devient aussi une identification. Parfois, je reçois des gens en consultation qui me disent oui, parce que vous savez, je suis un abandonné ou je suis un rejeté, etc. Ou ils vont parler oui, parce que vous savez, parce qu'avec ma blessure de rejet, c'est normal si je suis dans la fuite, etc. Et je me suis dit que
et que très souvent les gens vont vraiment s'identifier, même si ils ne sont pas conscients que ça s'appelle rejet, abandon, etc. Moi, aujourd'hui, je préfère parler de souffrance. Et je préfère parler de souffrance et je préfère parler comme les enfants. C'est-à-dire, j'ai mal ici. Quand tu me parles comme ça, mon cœur se serre. Et quand ma mère m'appelle au téléphone, j'ai une boule dans le ventre, etc. Je préfère parler comme ça parce que je crois que ça va déjà nous connecter à nos émotions, que pour moi, c'est vraiment le véhicule, la porte d'entrée à la guérison. Et que ça va nous sortir de cette intellectualisation et du mental et de l'identification, etc., que parfois certaines personnes peuvent vivre avec les blessures. En nous reliant à notre expérience, donc à notre vécu. À notre vécu et à notre ressenti. Pour moi, le ressenti, les émotions sont... les émotions et le ressenti, c'est pas la même chose, hein, c'est important. Le ressenti, c'est vraiment dans le corps, voilà, j'ai la chair de poule, et les émotions sont voilà, les 4 émotions de base qu'on connaît, tristesse, tristesse. Il est déjà un petit peu tard pour ce genre de... il peut arriver des trous ce soir, hein, dans moi. Tristesse, colère, peur et joie, qui après vont se mélanger, vont créer comme les couleurs primaires, plein d'émotions. Donc, c'est à travers ces ressentis, c'est à travers ces émotions que me semble est plus intéressant de rentrer vraiment dans les blessures. L'identification, honnêtement, je m'occupe de moins en moins. D'accord Anna, merci. Eh bien, écoute, justement tu me fais un pont vers notre deuxième petite pause musicale. C'est ton choix, Patrick Bruel, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? On parlait de joie justement, ouais. Voilà, ça c'est pour toi, pour te donner encore plus de joie. Vous pouvez appeler, hein, le standard est ouvert, 0892 23 95 20, 0892 23 95 20. On est là, on est disponible, Anna vous attend, elle est toute oui. N'hésitez pas à poser des questions sur les blessures émotionnelles. C'est ouvert. Pour l'instant, un petit peu de musique et on se retrouve juste après. Allez Patrick, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux, oui. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans le chemin creux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par deux et le mille-pattes met ses chaussettes. Les alouettes se font des aveux. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oh, hey, swing, man. Qu'est-ce qu'on attend Pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour perdre la tête? L'écho répète des faits joyeux et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux, les cannes s'en vont au bal musette. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on
Voilà, vous aurez reconnu également Johnny Hallyday qui nous appelle à être heureux. Vous aussi, on vous appelle à être heureux. Et justement, c'est ce que font nos blessures. Elles remontent pour nous montrer ce qui n'est pas heureux et qui doit être balayé pour être heureux. Donc vous êtes sur Radio Ici maintenant 95.2 dans Nouvelle Conscience. Anna Sandrea ce soir avec moi, Olivier. Dans cette émission, et Anna, donc on explore ce soir les blessures émotionnelles, comment en guérir. Alors, Anna, tu nous as commencé à nous parler de ces 4 émotions principales, donc la colère, la tristesse, la joie, et puis celle que j'ai oubliée, c'est... Ah, si je t'ouvre ton micro, c'est mieux. Et la peur. Oui. Effectivement, et tu disais justement, dans ce livre, tu expliques qu'à l'origine de toutes ces blessures, pour toi, il y a la peur. Ouais. En fait, il y a la peur... Pour moi, la peur, c'est plus qu'un problème des blessures. Et pour moi, la peur, c'est un problème c'est vraiment notre plus grand défi d'incarnation. Je crois que la peur, elle crée les blessures, la peur, elle crée toute cette difficulté qu'on voit aujourd'hui dans la vie. C'est la peur qui la crée. C'est, pour moi, notre blessure originelle, c'est la peur de la vie, en fait, qui l'a créée. Et donc, elle est très... à l'origine des blessures, il y a la peur. C'est la peur qui crée les blessures. Et je ne veux pas rentrer dans tous ces sujets parce que c'est un sujet un peu métaphysique, mais c'est vraiment très profond et ça va nous amener aux origines de l'univers, si vous voulez, et à nos blessures en même temps, la peur. Écoute, si tu fais une réponse courte, ça m'arrange parce qu'on a Bachir qui est en attente et qui veut poser une question. Bachir, bonsoir, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir, je ne me rappelle plus des prénoms. Olivier et Anna. Bachir, on vous écoute pour votre question. Oui, donc la question c'était par rapport à la volonté, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que la peur généralise les souffrances, mais c'est par rapport à vouloir s'en sortir. Est-ce qu'il y a, en général, c'est lié à un manque de volonté? Bon, on peut... Parlez un petit peu plus fort, Bachir, on vous entend assez mal. Parce qu'on peut nous donner des conseils pour s'en sortir, mais on a du mal à les appliquer. Il faut de la volonté. Enfin, pour, par exemple, celui qui veut arrêter de fumer, il manque de volonté. Enfin, pour s'en sortir en général, quoi. La volonté est-elle un élément important pour pouvoir se sortir des problèmes? Voilà, c'est la question par rapport à la volonté. La volonté, Anna. La volonté, et ça c'est une bonne question. Alors, je vais vous dire, c'est Bachir oui. Alors, Bachir, pour moi, la volonté, elle sert à démarrer le processus. Aucun processus peut se tenir avec la volonté. La volonté contient une force, un contrôle, etc. Et l'être humain ne peut pas agir très longtemps par la volonté. C'est juste au début de dire, ok, je veux me sortir et je mets en place ce que j'ai besoin de faire. Ok? C'est pour ça, la seule chose à laquelle la volonté sert, c'est pour ça. Et par la suite, vous avez besoin de prendre une décision. C'est la deuxième partie. Une décision. Est-ce que je veux vraiment m'en sortir? Et je crois que c'est important, Bachir et Olivier, on a oublié de parler ça au début de l'émission, c'est que tous nos soucis d'aujourd'hui, tous, sans exception, bon, on va laisser le doute parce que dans la vie, tout est possible, ok? Mais une bonne partie de nos soucis d'aujourd'hui vient de nos blessures. Si aujourd'hui vous avez des difficultés avec l'argent, si aujourd'hui vous avez des difficultés relationnelles, si vous ne sentez pas à votre place, si vous êtes en chômage, etc., bien de nos blessures. Le problème, c'est qu'on ne voit pas, surtout au début de ce processus d'éclaircir nos parties d'ombre,
on ne voit pas clair les liens entre ce que nous vivons et nos blessures, nos peurs, nos autosabotages, nos croyances, etc. Mais il y a un lien direct. Et donc, n'importe quelle difficulté que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, elle vient de vos blessures et de tous ces systèmes, ok? Et la décision, elle est très importante de dire, ok, je suis en train de vivre ça. Je vous ai parlé de la règle des 3 appels tout à l'heure. C'est pas pour vous faire peur, mais que la vie, d'une façon ou d'une autre, va vous amener à travailler, à mettre la lumière dans vos souffrances, ok? Et donc, vous pouvez attendre le 4e ou le 5e appel ou décider de maintenant vous donner les moyens d'aller vers votre guérison. Il faut savoir que la décision, ce n'est pas un processus linéaire. Il y a des jours où peut-être je vais oublier la décision que j'ai prise, mais la décision va me guider, ok? Et le 2e ou le 3e jour, je reprends ma décision et je continue. Mais la volonté sert juste à démarrer ce processus. Vous ne pouvez pas rester longtemps avec la volonté. C'est là où tout l'accompagnement prend tout son sens. Parce que c'est vrai que quand nous sommes seuls, faire un processus de guérison, mais ça m'arrive, hein. Vous voyez dans mon livre, il y a tous les exercices que vous avez besoin pour vous guérir, mais il y a des gens quand même qui m'appellent parce qu'ils me disent, Anna, j'ai lu ton livre, c'est magnifique, mais j'ai besoin d'un accompagnement. Donc c'est là où chercher quelqu'un qui vous suit, qui vous accompagne, etc., peut être intéressant. Et même pour certains gens qui n'ont pas les moyens, ou qui ne se donnent pas les moyens, soyons clairs, de se faire accompagner. Je le dis parfois, ok, mon livre coûte 18 €. Ça, c'est l'investissement que vous allez faire, ok? Cherche un ami, quelqu'un qui vous fait ce travail avec toi, et vous faites les exercices à deux. Vous vous donnez une fois par mois un rendez-vous, tous les 15 jours, etc., où vous faites des binômes d'accompagnement. Donc, on peut trouver les moyens de s'aider si on le décide. Mais pour moi, une des premières choses, c'est cette décision et cette intention, comme on parlait tout à l'heure, et c'est ça qui va vous guider. Là, honnêtement, la volonté, comme c'est un processus de force, de contrôle, ça ne va pas vous amener très loin. Mais c'est au début que c'est intéressant. Ça répond à votre question, Bachir? Oui, d'accord. Eh ben, merci beaucoup, Bachir. Merci pour ça. Bon, Décidez-le, Bachir, vous verrez que vous trouverez comment faire. Et faites-vous accompagner, que ce soit par un ami qui est en train de faire le même processus que vous, et vous pouvez prendre, que ce soit mon livre ou autre, hein, c'est pas forcément mon livre, mais trouver des outils en fait, ou vous faites accompagner par un thérapeute qui peut vous aider à maintenir cette décision. D'accord, ça me soulage un peu de savoir que bon, c'est vrai que la volonté, le peu que j'en ai, m'empêche de sortir du problème, quoi. C'est ça le problème, c'est que si vous comptez qu'avec votre volonté, vous n'êtes pas... La volonté, c'est quelque chose qui ne tient pas longtemps, en fait. Et c'est tout l'intérêt, comme je vous dis, de chercher du soutien. C'est quand même le moteur, la volonté qui te permet de continuer, d'aller jusqu'au bout du processus, quoi, d'avoir la volonté de continuer malgré les difficultés. Mais ça veut dire au début, ça amorce le processus, et c'est vrai que de temps en temps, je sais pas, il y a des gens qui me disent, ok, je venais aujourd'hui à ton stage, je n'avais pas l'envie de me réveiller, mais je me suis levée en fait. Ça, c'est la volonté qu'on met à ce moment-là, mais ça doit rester ponctuel parce qu'on ne peut pas travailler de cette façon. Pas dépenser de l'énergie, quoi. La volonté, c'est simplement continuer à vouloir, même si on a des échecs. Oui. Oui, la détermination. La détermination, oui. Merci, Bachir. Merci pour la réponse. Merci. Merci, Bachir. Au revoir. Au revoir.
Alors Anna, donc on a commencé à explorer ces 4 blessures de base. Pourquoi pas maintenant explorer une blessure, ou en tout cas une émotion, qui est très fréquente aussi, c'est la colère. Je pense que qui n'a pas traversé de la colère? Et dans le monde dans lequel on vit, il y a des bonnes raisons d'avoir de la colère aussi. Ouais. Alors, une question qui se pose au sujet de la colère, parce que quand on est dans la colère, on est dans cette espèce de feu, dans cette espèce d'état d'inconscience qui fait qu'on accuse l'autre. Il y a une certaine violence derrière la colère, et donc on a tendance à s'emporter, à agresser, et à pointer du doigt vers l'autre. Comment est-ce qu'on peut retourner ce doigt pour retourner vers nous-mêmes et vers notre responsabilité? On en parlait tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut cesser d'accuser l'autre et se demander, mais au fait, en quoi est-ce que moi je suis responsable de cette colère? Oups, j'ai failli dire le mauvais mot. Et comment essayer de communiquer peut-être aussi de manière non violente, bienveillante, et arriver à se sortir de cette communication violente de la colère? Alors, avant de répondre à cette question, j'ai envie de te parler justement des émotions et de la colère. Nos émotions, je le disais tout à l'heure, au niveau sociétal, les émotions font peur. Au niveau sociétal, rien ne nous prépare en fait à l'accueil de nos émotions. Au contraire, de plus en plus, par exemple, dans l'école, où nous passons la plupart de notre temps, faut dire, les émotions n'ont aucune place. Par exemple, un enfant qui est fatigué ou qui a une émotion parce que sa maîtresse vient le traiter de quelque chose qu'il n'a pas aimé, il n'a pas la place de se mettre à pleurer ou de dire je suis fatigué, ou etc. Il y a pas tais-toi, il continue à écrire. Plus ou moins ça. Et, pardon. Et c'est la même chose dans le monde du travail. Et même parfois dans les familles. Combien de fois j'ai entendu parler des hommes notamment qui me parlent, bon, les hommes encore aujourd'hui sont coupés de ces émotions en fait. Les garçons ne pleurent pas. Encore aujourd'hui on entend ce genre de choses. Et donc ça va faire que les émotions font peur. Les émotions, on ne sait pas quoi faire parfois avec les émotions. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand quelqu'un a des émotions, notamment les enfants, on va essayer par tous les moyens de contrôler en fait l'émotion que l'enfant est en train de... Ça commence là, et même presque des bébés, dès qu'un bébé se met à pleurer, que c'est sa manière de s'exprimer, il faut savoir, bon, ça peut venir aussi de la faim, de l'envie d'être avec sa mère, etc. Mais les bébés ne savent pas dire « Maman, j'ai faim », il se met à pleurer, ok? Et donc ça commence très tôt dans notre vie, et cette coupure de nos émotions et cette peur des émotions. Et la colère, je crois que parmi les 3 émotions, les 4, je crois que c'est celle qui fait le plus peur. Parce que comme il y a beaucoup d'énergie dans la colère, elle fait très peur. Et il y a aussi autre chose qui se couple avec la colère, c'est l'intensité. La plupart des gens ont horreur de l'intensité. Parce que mal compris, l'intensité, c'est souvent lié à la violence. Et l'intensité, c'est juste l'intensité, ok? Mais c'est lié à la violence. Et comme nous sommes, honnêtement, pour la plupart des handicaps émotionnels, dans le sens qu'on ne sait pas quoi faire avec une émotion. Et si quelqu'un se met à pleurer ou en colère devant nous, il y a quelque chose qui se met en panique, etc., parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et tout de suite, je vois des parents devant la colère d'un enfant, soit le crier, soit essayer de le punir, soit lui donner à manger, etc. Et la colère, c'est quelque chose qui n'a pas sa place. Ça, c'est d'un côté, ok? Par rapport à la colère. Et comme nous sommes complètement désoutillés au niveau des émotions, nous sommes désoutillés aussi au niveau de la communication.
Et je crois honnêtement, Olivier, que si à l'école, au lieu de nous enseigner une quantité de choses qu'on va se souvenir après et qui ne sont vraiment pas nécessaires pour la vie, parce que par exemple, à quoi ça m'a servi à moi, Anna Sandrea, de connaître les racines carrées de je sais pas quoi, que je ne me rappelle même pas. Si ce genre de choses, au lieu ça peut être pour l'ingénieur intéressant, mais peut-être mais pas pour moi. Et donc, si beaucoup de choses qu'on voit à l'école, on nous enseignait vraiment des choses de base, notamment le travail sur les émotions, le travail avec la communication, on serait plus outillé. Et je suis sûre que plein de difficultés, plein de soucis qu'on a dans notre quotidien ne seraient pas là ou pas de la façon si on avait des outils d'émotion et de communication. Et qu'est-ce qui va se passer? La plupart des gens ne connaissent pas leurs responsabilités et donc ils vont dire c'est l'autre le coupable. C'est même pas responsable, est coupable tout de suite. Et quand il y a un conflit, la plupart des personnes ont horreur du conflit, moi y compris pendant des années, ils vont voir une des choses qui nous fait le plus peur, c'est la perte du lien. Et un conflit dans l'inconscient collectif mène à la perte du lien, c'est-à-dire la perte de l'amour. Et donc, dans le conflit, il y a le pire de nous, ou le meilleur de nous aussi qui peut sortir. Et donc, on va, par peur de la perte du lien, essayer de contrôler l'autre, d'accuser l'autre, etc. Et derrière tout ça, il y a l'amour. Mais comme on n'a pas les bons outils, et comme on n'a pas la bonne façon de faire, ça peut finir d'une manière tragique. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire ce travail. Parce que ça va vous allez gagner en connaissance de vous-même. Vous allez prendre responsabilité. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ça fait 5 ans que je suis en couple et je me rends compte que des difficultés que j'ai aujourd'hui avec mon couple m'auraient pu me séparer il y a quelques années. Et d'ailleurs, nous avons traversé des difficultés que je les ai traversées avec d'autres personnes qui m'ont séparé. Mais sauf qu'aujourd'hui, lui aussi, il travaille beaucoup sur lui, il travaille sur sa communication, sa prise de responsabilité. Et qu'est-ce qui se fait quand on a un problème? Tu sais, quand tu me parles comme ça, moi, je me sens super triste parce que, et on va rattacher, parce que je me rappelle que ma mère me parlait aussi comme ça. Et voilà, et ça me fait une boule dans l'estomac. Et tous les deux, on pleure ensemble. Il y a beaucoup d'intensité, même parfois de colère, mais ce ne sont pas des colères contre l'autre, c'est des colères qui soutiennent la relation, qui soutiennent la vie, en fait. La colère, c'est une émotion hyper intéressante. C'est une énergie de vie. On parlait tout à l'heure de la nuit noire de l'âme, de la dépression. Une colère peut nous sortir d'une dépression. Une colère peut nous sortir de la nuit noire de l'âme. Si on comprend cette émotion et si on la utilise. Une colère, par exemple, cette personne qui vient d'appeler, je sentais qu'il y avait chez lui comme une espèce d'énergie qui manquait, une colère. Connecter sa colère, pour lui, ça peut être super intéressant parce que ça va lui donner cette impulsion. Il parlait en tant que... J'espère qu'il nous entend. Bachir, voilà. Il parlait en tant que... comment il avait dit j'ai perdu le mot. La volonté. La volonté. Et la colère peut nous donner cette volonté, peut nous donner cette force, cette feu que tu parlais, pour arriver à nos objectifs et à nos intentions. Donc, ma suggestion, c'est travailler sur vous. Mettez la lumière dans vos relations, mettez la lumière à l'intérieur de vous. Et oui, arrêtons de pointer l'autre parce que ça nous mène à rien. Ça mène à la séparation, ça mène à la perte du lien, ça mène à la souffrance. C'est tout, sauf que beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Alors, quel outil concret, justement? Imaginons qu'on est dans une colère, une dispute, et puis donc je suis très en colère. La tentation est très forte d'en vouloir à l'autre, de l'accuser de tous les maux. Comment est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite,
pour diminuer la violence, l'agressivité et retourner la responsabilité vers moi. En quoi est-ce que je suis responsable de ce qui arrive? Alors, déjà, comme je dis, en tant qu'adultes, nous sommes responsables de nos créations, de notre vie, en fait. On n'est pas victime de quoi que ce soit. C'est en tant qu'enfant, parce qu'on n'a pas la vision, etc., qu'on peut être victime, ok? Et en tant qu'adulte, dans une relation, il y a deux personnes, et parfois trois et quatre, mais dans une relation, et pour moi j'étais une femme battue, hein, et je me rends compte qu'aujourd'hui, que dans une relation, il y a 100% de responsabilité des deux côtés, ok? Moi, je me voyais comme victime à l'époque, je pensais que c'était mon mari qui était un violent. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait une dynamique que j'avais créée aussi avec lui, au même niveau que lui. Peut-être c'était pas moi qui criais, c'était pas moi qui frappais, mais je le faisais d'une autre façon et je attirais aussi ce comportement avec des faits, des non-dits, des dits, etc. Il y avait une dynamique qu'on avait oubliée très bien tous les deux, qui se mettait en place et qui menait à la violence. Et moi, ce que je vous propose, c'est que quand vous sentez cette colère, et c'est là où la volonté Bachir est intéressante aussi, au lieu de, comme disait Olivier, de pointer l'autre, prenez cette colère, mettez-vous dans, je sais pas, dans vos toilettes avec un coussin. C'est un outil très intéressant, un coussin ou un torchon. Et commencez à tordre cette torchon ou à serrer fort ce coussin et dire je suis en colère. Et je m'autorise ma colère, parce que ça c'est autre chose. Hein. Je m'autorise ma colère, c'est bon ma colère, mais je l'utilise comme force de vie. Vous allez voir à la fin, vous allez avoir énormément d'énergie quand vous autorisez cette colère et quand elle devient à votre service et quand vous l'autorisez parce que vous avez le droit d'exprimer votre colère. Et une fois que vous avez traversé cette colère, vous pouvez aller voir l'autre. Mais généralement, quand cette colère, nous sommes au milieu de cette colère, c'est pas la partie la plus belle de nous qui va sortir, surtout si on n'a pas les outils. Si vous êtes expert en communication non violente, que c'est un outil très, très intéressant de communication, la communication non violente, voilà, vous pouvez sûrement agir même avec la colère, ok? Mais la plupart de nous n'ont pas des outils. Et ma suggestion, c'est qu'avant de parler, déjà, prenez la responsabilité de vos émotions. Ce n'est pas l'autre qui vous met en colère. C'est que cette colère, cette peur, cette tristesse, etc., elle était déjà en vous. Elle se crée entre cerveau et ceton avec les blessures. Les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont stimuler les émotions, les blessures qu'il y avait déjà en vous. Donc, ce n'est pas votre enfant qui vous met en colère. Il va appuyer, il va stimuler quelque chose qui était déjà là. Et donc, prenez la responsabilité de cette colère, ou de cette peur, ou de cette tristesse aussi, hein, et travaillez là. Et avant d'aller parler à l'autre, écoutez, restez avec cette colère et quand vous vous sentez plus calmé, là vous pouvez parler. Mais je déconseille surtout les personnes qui n'ont pas les outils de parler avec une colère. C'est pas la meilleure partie de nous qui va sortir. Je crois que nous avons fait plein de fois l'expérience. Merci pour cette réponse. Alors je vous rappelle que le standard est ouvert 0892 23 95 20 0892 23 95 20. Il reste à peu près une demi-heure d'émission, donc n'hésitez pas à appeler. On va faire une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Voilà, ces notes de profondeur étaient d'Éric Satie, c'était Gymnopédie. Vous êtes sur Radio Ici Maintenant 95.2. Olivier pour présenter cette émission, Anna Sandrea en invité, qui ce soir nous parle de son ouvrage « Guérir les blessures émotionnelles » paru chez Guy Trédaniel éditeur en 2018. Alors Anna, tu as commencé à parler de l'école en disant qu'il manquait d'une éducation émotionnelle. Et puis tu as parlé également de ces personnes qui ne savent pas comment gérer leurs émotions, leur colère. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux différentes figures d'autorité pour cette éducation émotionnelle? Je pense notamment aux parents bien entendu, mais aussi pourquoi pas au personnel enseignant. Déjà, aux parents, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, ou un des plus beaux cadeaux, il n'y a pas seulement celui-là, mais un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à un enfant, c'est l'autoriser à vivre complètement ses émotions. Nous sommes des êtres profondément émotionnels, c'est vraiment notre nature profonde. Et autoriser un enfant à vivre ses émotions, c'est autoriser à vivre, c'est l'autoriser à vivre son humanité, à le connecter profondément à ce qu'il est. Et autoriser un enfant à vivre ses émotions, c'est aussi le connecter au thérapeute qu'il est. Les enfants sont le meilleur thérapeute du monde. En fait, nous savons comment nous guérir. Nous sommes venus avec le mode d'emploi intégré. C'est quoi le mode d'emploi? Quand vous voyez un enfant crier, quand vous avez un enfant, quand vous voyez un enfant se rouler par terre, quand vous voyez un enfant triste, etc., il est en train de se guérir. Les enfants sont très connectés, quand on les laisse, très connectés à eux-mêmes. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand un enfant est dans son colère, on parlait tout à l'heure de la colère, il est pleinement dans la colère. Et si on le laisse aller jusqu'au bout, que ce processus se fasse, et à la fin, combien de fois il m'est arrivé avec les miens, et j'imagine avec les tiens aussi, Olivier, si on le permet d'aller jusqu'au bout, il ne se rappelle même plus pourquoi il pleurait. Il passe autre chose. Et le processus a été fait une fois au lieu de que ces émotions restent à l'intérieur de nous. Et parfois, Olivier, je rencontre des gens qui sont des vraies cocottes minutes émotionnelles, des bombes à retardement émotionnel, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, etc., d'écouter ces émotions. Mais pour moi, c'est super important. Et autre chose que je peux suggérer aux parents, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces enfants. C'est-à-dire, l'enfant, il est extrêmement transparent, en fait. Après, pardon, les enfants n'ont pas les mêmes modes de communication que nous. Il va pas s'asseoir, écoute maman, tu sais, aujourd'hui c'était un jour vraiment difficile dans mon école. Il y a un copain qui m'a dit qu'il m'aimait pas et du coup je suis hyper tendue, etc. Et ça, pour la plupart des enfants, ça se passe pas comme ça. Ça va se passer pour plein de signes que en tant que parents, nous pouvons en fait observer. Et être à l'écoute de ces signes pour pouvoir accompagner nos enfants, surtout les plus petits qui ont beaucoup plus de mal à s'exprimer. Ça, c'est vraiment les 12 grosses suggestions que je peux donner. Ah oui, et aussi de travailler ces blessures, parce que en fait, les blessures ont tendance à se transmettre, parce qu'en fait on va faire ce qu'on a fait avec nous, ce qu'on sait faire en fait. Si mon père, je sais pas, était un père autoritaire, c'est ça que je vais apprendre, l'autorité, soit l'autorité ou la non-autorité. On peut parce que l'être humain peut, soit il est dans l'action, soit il est dans la réaction. Ok, donc ma suggestion, c'est de mettre la conscience. Pour moi, avant d'être parent, dans une société idéale,
on nous accompagnera à qu'on puisse travailler cette souffrance pour que pour la suite, on ne les transmette pas aux enfants. Mais dans une société idéale, vous pouvez aussi chercher cette guidance, cet accompagnement, etc. De vous faire accompagner, de faire un travail. Et je sais par exemple que mon dernier fils, je avais déjà 37 ans, je travaillais. Sur moi, je me suis fait accompagner par ma sage-femme qui était aussi thérapeute et donc tout le processus de la grossesse, j'ai travaillé mes blessures, notamment avec ma mère, etc., ou mes blessures de mère, etc. Il a fait que ça m'a permis d'accoucher à la maison, vraiment de mettre beaucoup de conscience dans cet accouchement. Donc, travaillez sur vous, préparez-vous, et libérez-vous de toutes ces charges qui peuvent faire que vous allez faire avec vos enfants ce qu'on fait avec vous et mettez la conscience aussi dans votre vie. Alors, aux enseignantes, je dirais la même chose, travaillez vos blessures. Et formez-vous en fait. Aujourd'hui, il y a, tu sais, tous ces courants de l'éducation positive, de l'éducation bienveillante, etc. Et voilà, les canons normaux, je ne sais pas, l'éducation nationale, etc. Elle forme pas pas suffisamment comment s'appelle comment on dit, les enseignants à être dans cette conscience avec les enfants. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont en train de se former, qui se forment hors l'éducation nationale. On pense notamment à Céline Alvarez. Céline Alvarez et plein d'autres. J'ai eu la joie de rencontrer beaucoup. Et voilà, ils vont mettre la conscience dans une salle de classe. Si vous avez 12, 14, 20, 30 élèves, c'est 30 vies ou 15 ou 10, je ne sais pas, qui vous pouvez vraiment impacter. Et moi, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enseignant, je pense que c'est des rôles clés dans notre société et que ça mérite le temps et l'espace et la patience de cette conscience pour que nous puissions changer vraiment cette société. Oui, mais moi je peux témoigner à titre personnel, comme mes enfants sont dans une école où ils ont la chance qu'il y ait un petit peu de méditation qui soit proposée à partir du CE2 d'ailleurs et même dans la partie collège. Donc pour aider les enfants dans la gestion de leurs émotions et la gestion des difficultés au quotidien. Donc pourquoi pas intégrer un petit peu de méditation ou d'éducation émotionnelle, voilà, avis aux enseignants, si vous sentez que c'est possible, qu'il y ait une ouverture, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a de plus en plus de choses en ce moment qui convergent dans cette direction. Alors, tu as défini dans cet ouvrage également un processus de guérison que tu découpes en 7 étapes. Est-ce que tu veux en parler aussi? Je suis déjà en train de parler de ce processus parce que ce processus commence par l'intention. On a parlé par l'intention et il continue par la décision. Il peut commencer par la décision, on peut continuer, c'est différent, hein? C'est la même chose, ok? Et à un moment donné, pour moi, ce qui est important, c'est dire que voilà, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma vie, il y a quelque chose qui est souffrant dans ma vie, il y a quelque chose qui je voudrais tout simplement améliorer dans ma vie. C'est pas seulement parce que je suis dans une situation de souffrance extrême ou de souffrance tout simplement, sinon que j'aimerais me connaître davantage, j'aimerais aller plus loin dans mon évolution. Tout ça, c'est des raisons de travail sur soi, ok? Et à ce moment-là, c'est la connexion à notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre 0 et 7 ans? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon adolescence? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qu'aujourd'hui, qui n'a pas été travaillé et qu'aujourd'hui, peut-être, je suis en train de me le remballer, parfois dans l'inconscience, hein, d'aller mettre la lumière dans cette zone d'ombre. Et parfois, vous me direz, oui, mais je ne me rappelle pas de certaines choses, ok?
on n'a pas besoin d'avoir la mémoire de tout ce qui s'est passé dans notre vie pour entamer ce processus de guérison. C'est la différence avec les anciens systèmes comme la psychologie, etc., qu'on ne pouvait rien faire avant la parole. Et aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, on peut même travailler des moments prénatals. Mais si les gens ne se rappellent pas, ça se fait en quelques secondes, on se connecte à des espaces prénatals ou des moments qui sont oubliés. C'est vraiment très facile. Et ça continue par l'émotion. Quelles sont les émotions que j'ai vécues en tant qu'enfant quand telle chose est arrivée dans ma vie? Et je ne vais pas décrire tout le processus parce que c'est un processus en cette étape et c'est un processus assez long. Mais ce qui est important, c'est que déjà avec les outils que je vous ai donnés aujourd'hui, que ce soit l'intention, que ce soit la décision, que ce soit les émotions, vous avez de quoi travailler. Et je vais proposer une petite, parce que je crois qu'on va bientôt finir, une petite méditation. Est-ce que tu lis dans mes pensées, Anna? Oui. Avant de finir, on a commencé un petit exercice avec l'intention. Et maintenant, je vais vous proposer de fermer les yeux encore, faire une petite méditation par rapport à vos blessures. Fermez les yeux. Et on va faire une petite méditation avec l'enfant intérieur. Ça, c'est vraiment une partie super importante des blessures parce que c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant que nous étions qui a souffert toutes ces blessures et que d'un enfant antérieur est passé à un enfant blessé. Et moi, je vais vous proposer que vous imaginez devant vous, contactez devant vous cet enfant, ok? Et certaines personnes vont voir cet enfant un peu peut-être négligé, sale, mal habillé, etc. C'est pas grave, ok? Non, c'est pas grave l'état où cet enfant soit devant vous. Et tout simplement, je vous invite à faire un pas avec cet enfant, de lui tendre la main, de lui dire, écoute, peut-être pendant des années, je ne t'ai pas entendu ou pas suffisamment. Je sais que nous avons un chemin de guérison à faire ensemble. Et aujourd'hui, je viens à toi parce que j'ai l'intention vraiment, si c'est votre cas, l'intention de me guérir. Oh, j'aimerais avoir l'intention de me guérir. J'aimerais avoir l'intention d'être plus en contact avec toi. J'aimerais apprendre même à être en contact avec toi si vous ne savez pas le faire. Et pour que cet enfant se sente enfant exister, pour que cet enfant se sente enfant reconnu, pour que cet enfant se sente enfant important, parce que cet enfant, je répète, c'est une partie de vous. Et donc, vous allez prendre cet enfant, si vous pouvez, dans les bras, vous serrez vous-même. Sinon, vous pouvez lui donner la main. Ou sinon, vous pouvez rester juste à côté de vous, si le contact, vous pouvez rester juste à côté de lui, si le contact pour vous en ce moment c'est difficile. Ou lui dire, écoute, je me sens pas encore détendue avec toi, mais j'aimerais le faire. Ok? Et de rentrer en connexion avec cet enfant, que ce soit par s'enlacer ou de rester près de lui. Juste, on va rester comme ça un petit peu, quelques instants. Comme parfois quand on est à côté d'un enfant qui est agité ou qui est dans la peur, etc. Juste notre présence bienveillante peut changer cet enfant, l'état de cet enfant. Donc voilà, respirez avec lui, continuez à vous enlacer si vous êtes enlacé avec vous-même ou être dans la présence de cet enfant. Voilà. Juste quelques instants de connexion.
et vous allez lui dire que vous avez été ravi de le rencontrer, que vous avez aimé le rencontrer, ou que vous aimerez être ravi d'être dans sa présence, ou que vous aimerez avoir un autre type de relation avec lui, ou que vous aimerez avoir tout simplement une relation avec lui. Ça dépend de votre cas, ok? Et vous allez prendre cet enfant, vous allez le faire toute petite, magiquement, il devient toute petite, et vous allez le mettre dans votre cœur. Là, il va être protégé, bien au chaud, en contact avec vous. Et vous allez le laisser là, dans votre cœur, et plus tard, que ce soit dans une semaine, dans quelques mois, dans quelques années, vous pouvez le recontacter quand vous vous sentez prêt. Recontacter l'enfant intérieur, c'est super simple, c'est juste parfois se mettre la main sur le cœur et dire je me rappelle, toi là, comment tu vas, ou, comment je me sens ce matin. Ou quand il vient de vous arriver quelque chose, comment se sent mon enfant là-dedans. Ou marcher dans la rue, boire une flaque d'eau et courir et sauter la flaque pour honorer l'enfant que je suis à l'intérieur. Ou se manger une glace en pensant à notre enfant, etc. Ça peut prendre plein de formes. Voilà. Et donc, sachez qu'à l'intérieur de vous, dans votre cœur, il y a un petit enfant qui attend et qui sera ravi d'avoir un contact, des contacts, une relation, une belle relation avec vous. Et que vous pouvez revenir avec lui, à lui, quand vous voulez. Il attend que ça. Et dans cette conscience, je vous invite à faire une dernière respiration. Et à revenir ici, maintenant, ouvrir les yeux. Dans la confiance, dans la douceur d'avoir contacté notre enfant intérieur. Comment tu as trouvé cette méditation, Olivier? Moi, j'ai bien aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. Je suis parti loin. Ah oui. Il partait dans tous les sens, mon enfant intérieur. Il avait envie de s'amuser. Alors je lui ai dit, vas-y, amuse-toi, amusons-nous ensemble. Exact. Ouais. Merci Anna pour cet exercice, ces exercices que tu nous as proposés. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Déjà, pour reprendre la conversation du début, rappelez-vous, je vous invite au sommet de la conscience, sommetdelaconscience.com. C'est gratuit, vous pouvez le suivre depuis chez vous. Vous allez rencontrer des gens formidables, vous allez apprendre plein de choses. Et aussi, invitez vos amis, parce que combien de fois j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit « Ah, c'est un ami qui m'a parlé du sommeil, ça m'a changé la vie, etc. » Donc, parfois, vous pouvez changer la vie des personnes juste en envoyant un mail, juste en parlant du sommeil ou d'autres choses, mais voilà, on parle du sommeil. Ça, du côté du sommeil, donc rappelez-vous, sommetdelaconscience.com. Et aussi, par rapport au sujet que nous avons traité ce soir, les blessures, vous rappelez que les blessures ne sont pas des fatalités, que les blessures, c'est des opportunités de vous connaître, des opportunités de connaître les autres, des opportunités de connaître le monde, des possibilités de connaître même l'univers entier. Que pour moi, les blessures sont un chemin d'éveil et que vous pouvez décider que ce soit un chemin d'éveil. Ça peut être un chemin de souffrance si vous êtes dans la victime, etc. On a parlé de tout ça, mais ça peut être aussi un magnifique cadeau que vous pouvez vous faire d'aller vers cette connexion à vous-même. Vous rappelez, si je viens pas de le dire, qu'il n'y a aucune fatalité dans les blessures. Que tout est guérissable.
mais les pires choses. Et que les pires choses peuvent vous amener à des magnifiques parties de vous. Je pense que l'être humain est bon pour nature, que notre nature véritable, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la joie, etc. Et que plus on va faire la place dans cette souffrance, plus la nature que nous sommes profondément va émerger. Cette joie que nous aspirons, cette paix que nous aspirons, cette abondance que nous aspirons va remonter au fur et à mesure qu'on fait la place. Et voilà, et je vous invite à faire ce chemin extraordinaire parce que je suis en train de le faire depuis quelques années. J'ai accompagné pas mal de personnes qui sont en train de le faire et j'ai vu comment ma vie et leur vie a changé, comment ça s'est transformé, comment nous pouvons arriver à des choses que moi parfois j'ai l'impression que je vis des rêves éveillés, que des choses que j'aspirais avant, je suis en train de les vivre aujourd'hui, mais c'est grâce à tout ce ménage que j'ai fait à l'intérieur de moi. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci Anna, c'était le mot de la fin. On rappelle sommetdelaconscience.com, donc le sommet commence le 21 d'ici quelques jours, se termine le 31 mars, 38 intervenants. Et puis également le deuxième livre d'Anna Sandrea dont elle est venue nous parler ce soir, Guérir de ses blessures émotionnelles, chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci à toi Anna d'avoir accepté cette invitation d'être venue aussi tard. Bah écoute, ça s'est passé très vite et ça a été vraiment un moment magnifique. Merci pour ta douceur et merci pour les gens qui nous ont entendus si tard. Et merci pour ceux qui vont nous entendre, j'imagine, demain, parce que j'imagine que ça, c'est... Il y aura des rediffusions et puis effectivement, ça peut être... Il y a les podcasts. Ok. Merci Anna et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve le 20 avril pour la prochaine émission, dans un mois. Merci Anna, merci à tous, je vous souhaite une bonne nuit. Les programmes continuent et puis vous verrez, il y a une petite surprise après. Je reviens personnellement de 10 jours passés en Inde à méditer et j'ai monté un petit reportage de ces 10 jours. Donc ce sera juste après. Merci à vous, bonne nuit.